Bienvenue dans l'ivresse du moment. L'ivresse du moment, mes lectures en cours. Voici quelques réflexions autour des livres que je suis en train de lire. Des réflexions qui m'aident, moi, à m'y retrouver dans ces lectures, à réfléchir autour de ce que j'écris et qui peuvent, vous, qui êtes de l'autre côté du miroir, qui peut vous aider, vous, à choisir peut-être de nouvelles lectures ou éviter certaines lectures parce que vous aurez trouvé ce que j'en dis tout à fait désagréable. Comme d'habitude, les lectures qui sont en cours chez moi vont dans tous les sens et je vais vous les présenter en vrac. Il est tout à fait possible d'en regarder qu'un bout. Allez voir dans la description, c'est écrit à quel minutage on se retrouve avec quel livre. Il y a les livres nouveaux, il y a les livres que je continue depuis longtemps pour certains, même s'il y a un changement majeur, un livre terminé dont je ne parlerai plus, hélas, puisque j'ai enfin terminé cette drôle d'aventure de la lecture à haute voix de la recherche du temps perdu. Mais j'ai commencé autre chose dont je parlerai tout à l'heure. Par quoi commencer? J'ai l'embarras du choix. Commençons par Vernon Subutex, drôle de nom, de Virginie Despentes. C'est un roman en 3 tomes, je suis bientôt à la fin du premier. Ce roman qui a eu un certain succès ces dernières années, c'est assez récent, je crois que le premier, oui c'est 2015 pour le premier, et puis les autres ont dû suivre. Aujourd'hui on trouve le coffret que j'ai euh, avec les 3 volumes. Alors qu'est-ce que c'est que ce Vernon Subutex? C'est donc l'histoire d'un homme qui porte ce nom étrange, Vernon Subutex, un nom qui n'est peut-être pas son vrai nom. Donc on crée déjà un certain mystère, qui était disquaire. Et évidemment, les disquaires, ça n'existe plus. Et donc ce disquaire se retrouve chassé de chez lui, il se retrouve petit à petit à squatter les appartements de ses amis, il se rend compte que ses amis ont fondu comme peau de chagrin, certains sont morts, d'autres ne sont plus vraiment ses amis, et on assiste dans ce livre à la déchéance de Vernon Subutex, du moins dans ce premier tome. Ce qui intéresse à la lecture, au-delà de l'anecdote, au-delà aussi d'un mystère autour de la mort d'un chanteur populaire, c'est la description très ancrée du monde dans lequel nous vivons, de ce monde des réseaux sociaux, de ce monde qui veut faire la fête et qui se détruit en faisant la fête, de ce monde qui est le nôtre, ou qui est celui d'une certaine part de la société qui pense que la vie n'est que amusement, la vie n'est que rock'n'roll, drogue, fille, que la vie est légère. Mais la vie, c'est évidemment quelque chose qui cabosse. Et les personnages de Vernon Subutex, la galerie de personnages qui sont présentés tout au long du roman, est une galerie de personnages que la vie a déjà bien cabossé. Ces personnages qui sont des sortes de stéréotypes d'aujourd'hui, des
gens que l'on ne rencontrait sans doute pas dans des sociétés précédentes, ces gens de la société soi-disant libérée, de la sexualité libérée, des actrices de cinéma porno, des traders sous cocaïne, des gens de notre monde que la plupart d'entre nous ne côtoyons pas, mais qui incarnent certains mythes contemporains, une réalité décrite ici avec aucune, j'allais dire aucune empathie, mais non, il y a de l'empathie. Il y a ces personnages, on est souvent accroché à leur point de vue, on est souvent accroché à la manière dont eux perçoivent ce monde où ils sont, pour la plupart perdus, mais sans aucune couverture pour cacher la merde sous le tapis. Il y a quelque chose de réaliste dans ces personnages dont je viens de dire qu'ils étaient un peu des personnages mythologiques, d'une mythologie des bas-fonds qui se croient clinquants de notre société. Bref, on parcourt cette galerie de personnages, ces lieux interlopes, avec à la fois un plaisir parce que c'est bien écrit, parce que il y a du rythme, parce que on passe de l'un à l'autre et on s'attache à ces personnages, même si certains soudain disparaissent, puis réapparaissent, avec ce fil rouge qu'est Vernon Subutex, qui est celui autour de qui tout gravite, mais qui en même temps, petit à petit, s'enfonce dans l'ombre. Bref, une lecture accrochée au monde d'aujourd'hui, une lecture parfois dure et désespérante. La société telle qu'elle est décrite n'est pas une société idyllique, bien au contraire, c'est une société saturée de culture pop qui parfois m'échappe et saturée de l'envie de jouir de l'instant présent, saturée d'alcool, saturée de misère. Et cette société-là, c'est la nôtre, mais c'est celle que peut-être on regarde difficilement. Là, on est en plein dedans. D'où l'intérêt de ce livre-là. Vernon Subutex, Virginie Despentes. Notre société, un autre livre que je suis en train de lire, en parle abondamment, dans une vision totalement différente, même si peut-être au fond ils se rejoignent, du moins dans la condamnation de cette société. Mais chez Virginie Despentes, la condamnation n'est jamais directe. Elle se déduit du malaise qu'on a en lisant certaines descriptions. Et en même temps, chez Virginie Despentes, la société absolument immonde qui est souvent décrite n'est pas si désagréable que ça. On sent que c'est la nôtre et qu'on aime un peu cette immondice. Quelqu'un qui n'aime pas l'immondice de notre société, c'est Tom Hodgkinson. Dans ce livre, L'art d'être libre dans un monde absurde. Un livre dont je dois dire, à la lecture, j'arrive bientôt à la fin de cette lecture, à un moment donné, je me suis dit que non, j'allais pas lire ça jusqu'au bout, puis bon, il me reste quelques chapitres et je vais le terminer. L'art d'être libre dans un monde absurde. Une invitation à la fois érudite, jouissive et provoque à s'insurger contre le système. Ça, c'est un commentaire de France Inter. Bon. Il y a aussi des commentaires de France Inter, d'ailleurs, je crois, sur. Non, pas France Inter, de Les Incorruptibles, Le Parisien. Bref, c'est des bouquins qui se vendent bien, ces deux-là. Les autres, dont je parlerai peut-être moins. Quoique.
Donc, bon, l'art d'être libre dans un monde absurde. Ce qui m'a énervé d'emblée en lisant ce livre-là, outre la préface de Pierre Rabhi, bon, qui nous inscrit dans une espèce de culture du cultive ton jardin, un peu candide, c'est la manière dont c'est construit. Ça s'appelle, je rappelle, l'art d'être libre dans un monde absurde. Sur l'idée que le monde est absurde, je crois qu'il y a, c'est à l'évidence une réalité qu'on ne peut pas nier. L'art d'être libre, compliqué. Voici ce qu'il dit. Faites votre pain, jouez du ukulélé, ouvrez la salle des fêtes du village, cessez de gémir, faites de la musique, arrêtez de consommer, mettez-vous à produire, retournez la terre. Non, retournez à la terre, mais retournez à la terre aussi sans doute. Bannissez l'usure, embrassez la beauté, embrassez la pauvreté, brandissez le burin, ignorez l'État. Tatati tatata. L'art d'être libre, le type, il passe son temps à nous donner des ordres. Vision de la liberté quand même un peu problématique. Et toujours dans cette idée que c'est à vous, c'est à l'individu de mettre à distance la société dans laquelle il vit pour construire sa vie différemment. Cette vision des choses me pose problème, fondamentalement parce qu'elle renonce à changer la société, à se dire il faut une action politique et sociale et économique collective pour changer la société absurde, le monde absurde dans lequel on vit. Or là, c'est se retrancher dans des communautés plus ou moins hippies, plus ou moins euh, de, 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 de vie en communauté, plus ou moins monastique, avec une référence très très forte au Moyen Âge, un Moyen Âge fortement idéalisé d'ailleurs. Et renoncer à vivre pleinement dans la société et agir de façon à la mettre à distance, moi j'y suis pas prêt. Je vis dans cette société que je considère en effet comme Tom Hodgkinson, comme absurde dans bien des dimensions, en même temps, tout faire pour ne pas faire comme la société nous dit de faire, je peux pas, j'ai pas l'énergie pour. Et je crois que l'immense majorité des gens sont comme ça, c'est-à-dire que nous vivons dans une société qui a des défauts immenses, qu'il faudrait changer de fond en comble, mais nous y vivons. Et donc il y a une nécessité de compromis, de compromission, qui, qui est inévitable. Il nous donne comme conseil, non, c'est pas des conseils, c'est oublier la machine, servez-vous de vos mains. Ou alors ignorer le gouvernement, ça c'est très tentant d'ignorer le gouvernement en effet. Euh, Sauf que je travaille pour l'État, donc en tant que fonctionnaire, ignorer le gouvernement c'est un peu embêtant et c'est grâce à eux que j'ai quelques sous pour vivre. Donc voilà, je suis déjà embêté. Bon, je dois quitter mon boulot, je connais des gens qui ont fait ce choix-là. Euh, Moi-même, ce boulot, il m'amène une certaine sécurité. Si je voulais gagner ma vie seulement en faisant ce que je suis en train de faire, à part mes élucubrations littéraires, ça impliquerait de réaménager tout. J'ai diminué mon temps de travail, c'est déjà aller dans le sens de ce que lui propose, mais là, il va beaucoup plus loin. Il s'agit vraiment de changer tout, quitter la ville. La ville, c'est passionnant pourtant. Renoncer à votre carrière. Renoncer à votre carrière, facile à dire. Facile à dire.
Donc il y a vraiment toujours cette idée de responsabilité individuelle. Je dois changer mon attitude, faute de pouvoir changer le monde. C'est la mort de l'idée d'une d'une révolution. C'est une pensée, je ne sais pas si on peut parler de post-moderne ou de post, je ne sais pas quoi. J'aimerais bien que ce soit possible pour la grande majorité des gens. Libérez-vous de la tyrannie des factures. Ah oui, j'aimerais bien ne pas payer mes factures. Mais je les paye. Parce que j'ai les moyens de les payer. Peut-être que si j'étais coincé financièrement, ça se passerait autrement. Donc je participe à la société. Et l'idéal de la vie en ermite ou en communauté monastique, non. Revenir au Moyen Âge, ce qu'il propose sans cesse dans ce livre-là, je pense que c'est profondément illusoire. Mais il y a des bonnes idées, il y a une analyse de notre société qui me semble très juste. C'est les solutions qui me posent problème. Quand il parle des supermarchés, par exemple, il dit énormément de mal de ces supermarchés. Euh, oui, là je suis profondément d'accord avec lui. Mais de temps en temps c'est pratique. Voilà. Il y a une certaine paresse. Il fait l'éloge de la paresse, mais en fait son programme de vie nécessite un engagement total. Or la société, l'État, toutes ces choses absurdes nous facilitent quand même la vie. Bref, ça donne quand même à réfléchir. Et même si on n'est pas toujours d'accord, lire des bouquins qui nous donnent à réfléchir, ça, c'est important. Justement, pour réfléchir et pour revenir à l'emploi rémunéré qui est le mien, mon aspect fonctionnaire, je suis comme les revues qui sont là derrière le prouvent abondamment, je suis prof d'histoire, entre autres, et donc, bon, bah, je lis aussi des bouquins d'histoire. Et celui-ci, il est vraiment lié à mon enseignement de l'histoire, les mythes de la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Jean Lopez et Olivier Vivorca. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui reprend des idées reçues sur la Deuxième Guerre mondiale et qui les remet en cause à travers des, euh, des articles faits par des spécialistes de ces moments de l'histoire et qui vient titiller l'idée reçue qu'on se faisait. Alors, quand on s'intéresse beaucoup à l'histoire, certains de ces articles, j'en ai pas encore lu beaucoup, je suis au début, certains de ces articles ne nous surprennent pas parce qu'on savait qu'il y avait une idée reçue et qu'elle était contestable. Mais bon, c'est salutaire, c'est aussi une manière de me préparer à répondre à certaines questions. Maintenant, le problème, c'est que mes élèves n'ont pas toujours d'idées, même reçues. Enfin, ce qu'ils ont reçu comme idée, c'est ce que leur ont donné mes prédécesseurs enseignants d'histoire. Et s'ils ont bien fait leur boulot, ils n'ont pas trop donné d'idées reçues. Et puis, il n'y a pas forcément un temps très long qui fait que les événements sont perçus de manière très différente. Mais il y a quand même des idées reçues, des choses qui circulent sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est un événement tellement central dans notre manière d'aborder l'histoire, que forcément, on a des idées qui... Il y a des idées qui circulent et qui sont parfois fausses ou à nuancer. L'histoire est toujours une affaire de nuances. Est-ce que tous les Britanniques étaient derrière Churchill? Ben non. D'ailleurs, il n'a pas été réélu, ce qui reste
difficile à comprendre alors qu'on le présente comme un des héros, sinon le héros de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill. Pourtant, en 1945, alors que la guerre se termine, il perd les élections. C'est quelque chose de compliqué à comprendre. D'ailleurs, le petit article qui porte sur ça ne nous explique pas vraiment cette défaite aux élections, comme si l'auteur lui-même était surpris de ça. Bref, l'histoire, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'il faut repenser constamment, et ce livre-là m'y aide. Euh, donc, les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Auteur mythique aussi, Robert Walser. J'en ai déjà parlé la dernière fois, les microgrammes de Robert Walser. Un plaisir de lecture total. Parce qu'il y a une ironie, il y a une manière de d'écrire sur ce que l'on est en train d'écrire tout en l'écrivant, tout en s'adressant souvent à des dames inconnues pour leur parler d'autres dames à peine connues, avec vraiment cette sensibilité, cet humour, une folie sous-jacente chez Robert Walser et les phrases qui se suivent et qui tissent une sorte de toile multiforme, un patchwork de pensée libre. Quelque chose de très libre, de beaucoup plus libre que l'art d'être libre de Hodgkinson chez Robert Walser. Cette liberté de l'homme qui a vécu enfermé, de l'homme qui a vécu seul. Cette liberté de l'écriture. On va peut-être en lire un petit bout, c'est tellement bien qu'il faut en lire un petit bout encore. Je vais... À ce que je sais, il était une fois un poète qui se montrait un cavalier extraordinairement raffiné, car il assumait la mission à la fois courageuse et humaine de réduire à l'impuissance les mouches, etc. Bref, ce quelque chose d'indésirable qui venait durant des soirées de promenades estivales se poser sur le dos vêtu d'une blouse des délicates. Si ce poète, une nuit au milieu d'un hiver torride, avait exalté d'une manière glacialement bienheureuse et monocordement variée un salon qu'une lampe jaune à la lumière très mystérieusement douce et tendre parait et égayait, cela n'exclut pas du tout que ne lui réussit avec une facilité déconcertante des romans qui semblaient consister tout entiers en interminables notes lyriques rappelant des sonorités damassées et en gracieuses arabesques, bref, un genre de toile d'araignée, donc, ou de tissage de tapis. Vous voyez l'histoire de la toile d'araignée, on la retrouve ici, dans cette phrase qui s'emberlificote, qui se tortille, pour parler du poète qui, forcément, est un peu Robert Walser lui-même. Les microgrammes de Robert Walser, c'est de la littérature à l'état pur. C'est de la littérature qui se laisse aller à être littérature, à être mots qui s'enchaînent pour le pur plaisir des mots qui s'enchaînent. Parmi les lectures que je continue, il y a aussi, toujours, je n'en finis plus de relire Les Misérables de Victor Hugo dans cette longue partie sur la barricade, sur l'engagement des révolutionnaires, des émeutiers, des gens qui essayent de changer le monde d'une manière totalement différente de celle de Tom Hodgkinson évoqué tout à l'heure. Par cet engagement, on veut que le monde change et pour ça, on va agir en commun. On va défier le pouvoir et non pas l'ignorer.
La solution Hodgkinson, c'est ignorer le pouvoir et vivre libre en faisant comme si ce pouvoir n'existait pas. La solution Victor Hugo, la solution française plutôt que la solution britannique, c'est changer le pouvoir. Et donc, manifester. Et donc, saper le pouvoir. En cette période de grève en France, l'idée de d'insurrection qui est présentée en long, en large et en travers, théorisée et poétisée par Victor Hugo, résonne évidemment de manière extrêmement forte. En France, on a constamment l'impression qu'on est en train de faire la révolution, surtout vu de Suisse, où l'idée de révolution nous est complètement étrangère, où l'idée même de grève nous paraît totalement absurde, où on règle les problèmes toujours par le compromis, donc par la compromission. L'idée de renverser le pouvoir, de le défier, nous paraît totalement bizarre. Puisque chez nous, une réforme des retraites, par exemple, on va demander son avis au peuple, le peuple va voter oui, va voter non, va souvent voter contre son propre intérêt, mais à la fin, on aura l'impression qu'il a décidé, donc les gens ne vont pas se plaindre. C'est un système beaucoup plus pervers que le système où il y a un type élu tous les 5 ans, ou un roi, hein, dans l'époque qu'évoque Victor Hugo, c'est un roi, un type qui décide et les autres qui se plaignent. Et de toute façon, à la fin, il y a un rapport de force qui fait que l'un ou l'autre l'emporte. Et que le type qui décide ne peut jamais vraiment décider, mais que ceux qui se plaignent ont toujours des raisons de se plaindre. Bref, cette culture française, on la retrouve pleinement chez Victor Hugo. C'est un des inventeurs de cette culture-là. Victor Hugo, aujourd'hui, militerait à la CGT, sans doute. Il porterait un gilet jaune. Mais passons à d'autres lectures, mes lectures à haute voix. Alors après Proust, que lire? Tout peut paraître fade après Proust. Donc il fallait prendre quelque chose qui en fasse un peu le contre-pied, qui aille totalement ailleurs. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas le Seigneur des Anneaux? La communauté de l'anneau, Tolkien. J'ai vu et revu les films qui font partie de cette culture populaire d'aujourd'hui, de ces films que tout le monde voit et revoit, avec, avec intérêt. J'ai lu le livre une fois et j'avais envie de revenir à la source, à cette folie de cet homme qui a créé un monde imaginaire, mais un monde dans sa globalité, qui a inventé des langues, qui a vraiment voulu créer un autre monde à la fois fantastique, mais qui a des échos, des ressemblances avec notre monde. Le Seigneur des Anneaux, c'est une lutte entre le bien et le mal, c'est une allégorie de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Là aussi, on rejoint les mythes de la Deuxième Guerre mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, cette envie aussi de lire à haute voix ce qui est de l'ordre du conte, à quelque part, donc qui se prête bien à ce type de lecture. Alors, je le lis à haute voix tout seul. On pourrait imaginer, je crois que certains l'ont fait, aller lire Le Seigneur des Anneaux à haute voix à des enfants, par exemple. Je le fais pour moi parce que je me considère comme un grand enfant. Et j'ai pas encore lu grand chose, donc je peux pas encore en redire grand chose. Mais il y a quelque chose
qui est jouissif dans la lecture à haute voix. Même chose pour celle que je continue, toujours à petite dose, Guillaume Apollinaire, les poèmes à loup. On retrouve la guerre, ce qui est dans les autres Apollinaire que j'ai lu, ma longue série sur alcool, le Ilia qui est au début de ce volume ici, on n'a pas encore. Dans les poèmes à loup, surgit la guerre. La guerre qui est peut-être le summum de la modernité, mais une modernité monstrueuse, une modernité qui va remettre en cause l'enthousiasme sans doute qu'avait Apollinaire par rapport à cette modernité, cette fascination pour la modernité. Mais en même temps, il continue de montrer cette modernité. Mais ce qui l'accroche, ce qui fait qu'il va rester dans la guerre, qu'il va continuer à se battre dans ce monde absurde-là. Alors le monde absurde que décrit Hodgkinson, il est encore plus manifeste parce que c'est un monde où non seulement on ne comprend pas ce qui se passe, mais en plus on se fait tuer par centaines de milliers, par millions. Donc là, on est dans un monde encore plus absurde, vraiment absurde. Et Guillaume Apollinaire s'accroche à l'amour, à cette loup qu'il a rencontrée, qui est un amour qui l'amplifie pour tenir le coup. Et ce mélange de la guerre et de l'amour, cette manière de s'accrocher à l'amour pour tenir le coup durant la guerre, a quelque chose de très émouvant, de très beau. Et d'un peu grinçant. On retrouve la poésie amoureuse de toujours, la poésie médiévale des trouvères et des troubadours, mais sous la mitraille, mais au moment le plus grotesquement et le plus tragiquement moderne, qui est la Première Guerre mondiale. Voilà pour les lectures du moment, des lectures qui donnent à réfléchir, des lectures qui procurent du plaisir. Donc, je vais continuer à lire, déjà terminer ces livres-là et me lancer dans d'autres aventures auxquelles, si vous le souhaitez, vous pouvez participer en suivant mes petites vidéos, en vous abonnant à cette chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, puisque nous sommes le 24 décembre au moment où j'enregistre cette vidéo. Elle paraîtra le 20 et quelques, encore en 2019. Et donc je vous souhaite d'avance une année 2020 remplie de lectures. Allez lire Apollinaire, absolument. Allez lire Tolkien. Allez lire surtout Robert Walser. Surtout Robert Walser. Et puis l'art d'être libre de Hodgkinson, ça, c'est intéressant, mais vous savez, c'est livres de développement personnel. Même s'il se défend d'être là-dedans, il y a quand même, et ça, ouais, ouais. Bon, bah, bonne année, quoi. Et à bientôt.